Pour la majorité d'entre nous, le monde du travail, c'est ça. Mais de nouvelles formes de travail émergent, ou du moins, elles essaient. Actuellement, sur les nouveaux emplois créés, 1 sur 4 relève de l'économie sociale et solidaire. En temps de crise, c'est pas mal. Mais l'économie sociale et solidaire, dite aussi ESS, qu'est-ce que c'est ? En matière d'économie sociale et solidaire, ESS, une entreprise est emblématique. C'est Websourd. À son origine, il y a un sourd, Jacques Sangla. Passionné de vidéo et d'informatique, il ne cesse de se demander comment utiliser toutes ces technologies de la communication pour rendre la société plus accessible. Aujourd'hui, Websourd est une coopérative qui développe toutes sortes d'applications et d'outils très innovants. Dans la société, les personnes sourdes rencontrent un certain nombre d'obstacles. Et Websourd a pour objectif d'essayer de créer un lien entre eux. Nous essayons de proposer des produits qui permettent aux sourds de s'intégrer plus facilement dans la société, ce qui du coup rend plus autonome et pleinement citoyen. Pour vous donner une image, il y a d'un côté le monde des sourds, de l'autre côté Websourd, avec ses innovations technologiques en termes d'accessibilité. Et entre les deux, il y a la société. Et Websourd vient faire le lien. C'est un peu le moteur qui va tirer les sourds vers le haut et leur permettre d'avancer. Le conseil municipal, c'est avant tout un lieu de débat. C'est ici que bat le cœur de la démocratie toulousaine. Pour accomplir cette tâche, nous pourrons compter sur un personnel municipal compétent, attaché à la ville. C'est pour ça que si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'année, il faut qu'on travaille, c'est pas très long. Il y a les entreprises dites classiques et celles qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Quelle est la différence entre les deux ? Alors effectivement, en France, il y a un secteur économique important qui est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des entreprises, alors, qui ne sont pas forcément d'ailleurs avec des formats d'entreprise. Il y a des associations, il y a des mutuelles, il y a des fondations et il y a des coopératives, des SCOP ou des coopératives d'intérêt collectif. Ce sont des entreprises souvent qui ont un projet qui est à la fois un projet économique, mais qui est aussi un projet de société. Et donc, la grosse différence par rapport à l'entreprise plus classique, pour moi, c'est à quoi va servir l'argent, à quoi sert l'entreprise. Elle ne sert pas à enrichir un actionnaire privé, elle sert d'abord à développer un projet. On redistribue les résultats justement sur le projet, sur les parties prenantes, les salariés, les associés, mais on n'est pas là pour enrichir un investisseur qui aurait décidé de faire 30, 40, 50%. Alors ceci dit, on a quand même besoin d'investisseurs, on a besoin de partenaires financiers, et donc on va chercher des partenaires qui comprennent notre philosophie et qui sont prêts à s'associer à cette philosophie. Comment t'es venue l'idée de créer Websourd ? Et ça remonte à quand ? J'étais au 2e rassemblement international des sourds, la Deaf Way.
qui se déroulait aux États-Unis. Et là, j'ai eu la surprise de découvrir des sourds entrepreneurs. Je suis tombé des nues, parce qu'en France, on n'était que dans l'associatif. L'année suivante, je suis allé au Danemark. Et là aussi, il y avait entre autres une grosse entreprise qui produisait des cassettes VHS faites par des sourds. Alors je me suis demandé comment sauter le pas, comment entrer dans l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai découvert les différents statuts possibles. Depuis l'entreprise capitaliste stricto sensu, jusqu'à la SCOP, et donc l'ESS. J'ai trouvé que c'était la forme la plus intéressante, et c'est celle que j'ai choisie. Aujourd'hui, on s'est développé, on crée et on fabrique des produits, on a réussi à avoir différents partenaires et à créer un réseau commercial avec de la vraie production. En étant une vraie entreprise et pas des militants. Avec de vrais salariés sourds, on a pris de l'envergure. Dans l'ESS, l'aspect coopératif est bien réel pour les salariés. Nous participons à l'Assemblée générale. Nous avons tous une voix, au même titre que les financeurs. Même si eux ont 5 000 € de part et moi 5 €, notre voix a la même valeur. Il n'y a pas de pouvoir lié à l'argent. Chacun a une voix et chaque voix compte dans le vote. Pour moi, c'est plus démocratique. Bonjour, c'est Jojo. C'est toi, Nicolas? Est-ce qu'il est là? Parfait. Bon, je voulais te demander, par rapport au dossier de documentation dont on a parlé à la dernière réunion, tu te souviens? À propos du nouveau guide Elysion Pro, est-ce que ça avance bien? Si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, appelez-moi, je suis là. Permettre aux sourds de téléphoner comme n'importe qui, Websourd y travaille depuis plusieurs années. Et en décembre dernier, c'est Websourd que le gouvernement a choisi pour lancer une expérimentation des centres relais téléphoniques. Websourd préparait cette nouvelle étape depuis quelque temps déjà, depuis leur rencontre avec Ashoka, une organisation non gouvernementale qui accompagne des entrepreneurs sociaux dans le monde entier. À Paris, Ashoka s'est installé là où se tenait autrefois la bourse. Pourquoi tu viens ici aujourd'hui ? Moi, je viens ici régulièrement depuis que Websourd a été sélectionné par Ashoka en 2010. Ils nous ont beaucoup aidés pour le développement de la société. Et ils nous ont apporté beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup d'échanges. Donc aujourd'hui, je viens leur rendre l'appareil et faire une présentation. Moi, j'ai rencontré Ashoka et puis le monde de l'entrepreneuriat social, on va dire à peu près en 2010. Et là, on a eu d'un seul coup un apport nouveau sur la manière de gérer le projet et justement de gérer le changement d'échelle, de travailler sur l'impact social qui a été déterminant. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis bien content de venir contribuer d'une manière ou d'une autre à ces échanges. Et qu'est-ce qu'Ashoka vous a apporté ? Ici, au sein d'Ashoka, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, qui ont de grandes entreprises, qui font des bénéfices, mais qui ont soif d'apporter leur valeur, leur savoir-faire. À l'inverse, nous, on est bon dans les projets, on est bon dans le social, mais on ne sait pas comment faire avancer les choses. Du coup, on fait appel à eux et ils viennent nous soutenir gratuitement. Ils ont un réseau, des idées. C'est vrai, en quelque sorte, ils nous donnent des cours personnalisés, parce qu'ils voient que nous avons des potentiels de croissance, mais que nous avons vraiment besoin d'aide.
quoi manque l'entrepreneuriat social pour réussir à se développer? D'une reconnaissance sur le plan, on va dire, à la fois légal et en termes d'image à l'extérieur, qui mettrait l'entrepreneuriat social sur le même plan que l'entrepreneuriat ordinaire. Ouais. Je pense qu'on manque de solutions de financement parce qu'on est à mi-chemin entre les associations qui bénéficient de subventions et les entreprises qui bénéficient de facilités d'accès aux investisseurs. Actuellement, il y a de plus en plus d'entrepreneurs sociaux qui se reconnaissent entrepreneurs sociaux, qui développent. Et puis, on se rend compte que c'est arrivé dans les écoles. Moi, j'ai fait une école de commerce, par exemple. J'ai fait la chaire entrepreneuriat social, donc je me suis spécialisée là-dedans. C'est arrivé, c'est de plus en plus intégré dans les entreprises. Il y a une envie, en fait, de donner du sens à ce qu'on fait et du coup de monter des entreprises qui ont du sens. Donc oui, moi, je crois que c'est en plein développement. Et puis, c'est de plus en plus reconnu par les pouvoirs publics. Donc, on voit vraiment le développement, oui. L'entrepreneuriat social a le vent en poupe. Pour accueillir ces toutes jeunes entreprises et associations, des espaces se créent. À Paris, l'un de ces endroits s'appelle la Ruche, un lieu d'échange et de travail. C'est la prise de conscience qu'il y avait des besoins sociaux ou environnementaux auxquels personne ne répondait qui a motivé ces jeunes entrepreneurs à passer à l'action. Nous y avons rencontré Sabrina Grolmund, qui a développé son association À Demain, pendant 2 ans, toute seule chez elle, avant d'emménager à la Ruche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Ruche. Je te fais visiter ? Oui, c'est joli ici. Oui, mais c'est vraiment différent d'une entreprise normale. La déco, tout, mais je vais t'expliquer. Ici, il y a plusieurs entreprises et chacune a un objectif qui lui est propre, c'est bien ça ? Toutes les entreprises et associations poursuivent des objectifs différents. Mais ce qui les relie, c'est qu'elles travaillent toutes dans le champ du social ou de l'écologie. Pourquoi est-ce que tu as emménagé ici ? À quel titre ? Depuis quand ? Et en quoi c'est adapté pour toi ? À Demain est arrivé ici il y a 3 ans maintenant. Parce qu'on avait besoin d'aide pour créer l'association. Et qu'ici, toutes les entreprises travaillent ensemble. Et le fait de travailler ensemble fait que si on a besoin d'informations, sur un point administratif par exemple, ici il y a forcément une personne qui travaille sur un projet et qui va savoir comment faire. Et je vais pouvoir lui demander de l'aide. À Demain fait partie de l'économie sociale et solidaire parce qu'on répond à un besoin qui est un besoin de société qui n'est pas couvert aujourd'hui par l'État. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, donc je suis spécialisée dans le suivi du développement de l'enfant. Et dans le développement de l'enfant, la place de la communication est extrêmement importante. Et quand j'ai voulu travailler auprès de jeunes enfants sourds, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de structure qui proposait de la prise en charge socio-éducative d'enfants sourds de moins de 3 ans. L'enfant a besoin vraiment de communication pour se construire, et donc la langue des signes est quand même une langue à part entière et permet vraiment une construction cognitive et participe vraiment au développement de l'enfant. Donc pour nous, il était vraiment important qu'on puisse donner accès à cette langue le plus tôt possible, ce qui répond également à la loi de février 2005 qui donne aux parents la possibilité de faire le choix de vie et de langue dans l'éducation de leur enfant. Et ce choix, là, nous sommes 9 ans plus tard et ce choix n'est toujours pas respecté. Donc voilà, il nous semblait important de mettre des projets en place pour que les parents trouvent des relais sur le terrain.
C'est le groupe. Le groupe, oui, oui, ben pas. Difficile. Wad? Non. Il peut pas. Non. Je suis venue pourquoi parce que je pense que Betty May, ma fille, est sourde, mais c'est certainement pas son plus gros handicap. Je pense que son plus gros handicap, c'est d'être née sourde dans une famille entendante, ce qui l'a empêché en fait d'avoir un BAM de langage en LSF. Et l'association m'a paru être une bonne parade en fait à cette problématique. Je vais mettre du sel. J'ai tout mangé le sel. Les personnes qui viennent ici sont la plupart du temps des familles entendantes qui ont un enfant sourd et qui se demandent comment communiquer avec lui, comment dépasser l'obstacle de la communication. Ils ont entendu parler de l'association À Demain. Ils ont trouvé ça intéressant parce que c'est un lieu d'échange qui n'est pas médicalisé, où ils peuvent aussi rencontrer d'autres personnes et trouver des réponses à leurs interrogations. En même temps, il y a des activités auxquelles les parents participent. Et c'est ça qui est intéressant. L'association À Demain a décidé d'embaucher un sourd. Pourquoi un sourd ? Alors dès le démarrage du projet, pour nous, c'était évident qu'il y aurait une place pour les sourds dans la structure d'À Demain, et très rapidement, pour différentes raisons. Mais la raison principale, c'est qu'on travaille avec le public sourd, on travaille avec des enfants, des parents, et que pour nous, il n'y a que les sourds qui peuvent vraiment véhiculer la langue des signes et la culture sourde beaucoup mieux qu'un entendant, même si on a appris la langue des signes. Donc la place de Christophe, elle a été travaillée très très tôt dans le projet d'À Demain, et donc voilà. Au sein de la ruche, il y a un certain nombre d'entreprises. Est-ce que ta présence a changé leur regard ? Ils ne pensaient pas forcément aux sourds avant. Maintenant que tu es là, est-ce que cela a changé quelque chose ? Tu as remarqué ça ? Tout à fait, je l'ai remarqué. Le midi, on mange souvent ensemble et une fois, une personne me parlait de son travail. Comme je n'arrivais pas à suivre, j'ai laissé tomber, je suis parti. Ça lui a fait réaliser qu'il y avait des sourds et du coup, elle s'est demandé comment elle pourrait rendre accessible son site internet. Elle est venue me voir pour en parler avec moi, me demander si je pensais que les sourds pourraient s'intéresser à son projet et comment l'adapter. Par le biais de vidéos, par exemple. On pouvait imaginer intégrer des vidéos en langue des signes internationale. Et je lui ai garanti que ça intéresserait les sourds, qu'ils étaient très friands de tout ce qui était accessible. On a beaucoup discuté. Je lui ai donné des conseils et je lui ai dit que d'autres personnes pouvaient également intervenir. Ah oui, le coup de cloche. Bonjour, je m'appelle Alice. Voilà. Je travaille à Singa. Singa, c'est... Là, je ne sais plus. Singa, c'est une association qui a pour vocation de sensibiliser les réfugiés sur la question de l'asile et les accompagner dans leur intégration professionnelle, notamment le portage de projets et la création d'entreprises. Dans l'expression économie sociale et solidaire, il y a le mot solidaire. Alors y embauche-t-on plus de salariés handicapés que dans les entreprises classiques ? Nous nous sommes rendus sur la plateforme Relations Clients de GDF Suez Dolce Vita. L'entreprise voulait être accessible à ses clients sourds. Elle a donc fait appel à Défi, une entreprise de l'ESS qui forme des vidéos conseillers sourds.
Le premier objectif de défi, ça a été de donner de l'emploi à des personnes sourdes ou malentendantes. C'était la première mission qu'on s'est donnée. On a cherché quel métier pouvait pratiquer les sourds, quelle formation on pouvait leur donner. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, on s'apparente au secteur de l'ESS, parce qu'on a eu un but social, donner du travail à des gens qui étaient exclus de l'emploi. Mais à partir du moment où on a trouvé un métier, qui était celui de vidéoconseiller, un secteur qui était la relation client, une formation qu'on a mis en place, à partir de là, on est devenu une entreprise classique. Donc moi, je pense que ce qui caractérise notre appartenance à l'ESS, c'est pas ce qu'on fait, peut-être, c'est comment on le fait, avec qui on le fait. On le fait d'une façon qu'on essaie d'être plutôt favorable aux collaborateurs, aux salariés, et on le fait avec des personnes qui, sinon, peut-être seraient loin de l'emploi, loin du monde du travail, et nous, on les ramène vers le monde du travail. Donc c'est ça qui nous paraît solidaire, et solidaire et social. Les entreprises traditionnelles sont tenues d'embaucher 6% d'handicapés. Est-ce que dans l'économie sociale et solidaire, on embauche plus de salariés handicapés ou moins? Qu'en pensez-vous? J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ce soit encore le cas et qu'effectivement les entreprises qui sont dans le secteur de l'économie sociale et solidaire embauchent particulièrement de travailleurs handicapés en général et de sourds en particulier. Moi, je le vois pas. J'espère que ça va changer, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui... souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont un secteur d'activité particulier, l'écologie, le social, et ils se concentrent là-dessus sans aller forcément dans les autres parties. Donc, ceux qui sont sur l'écologie, par exemple, ils ne s'occupent pas forcément beaucoup du handicap, et c'est peut-être la prochaine étape. Et j'espère que ça va arriver, mais aujourd'hui, moi, je constate que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Chacun travaille dans son secteur. Donc nous, pour ce qui nous concerne, c'est effectivement le handicap qui est notre sujet et l'insertion des sourds. Mais nous-mêmes, par exemple, on n'est pas très très bons en écologie. Donc, qui est un autre volet. Voilà, là-dessus, on n'est pas particulièrement performant. On n'est pas très polluant non plus, mais voilà. Donc, à chacun d'étendre et d'arriver à couvrir l'ensemble des facettes pour devenir de plus en plus vertueux chacun. Une loi est actuellement en discussion. Quand elle sera adoptée, elle permettra la reconnaissance du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle donnera un cadre commun, davantage de sécurité d'un point de vue juridique et facilitera l'obtention de financement. Cette loi est très attendue par tous les acteurs de ce secteur qui est en plein développement. C'est un secteur d'avenir. Alors si vous avez des envies, des idées, c'est le moment. Lancez-vous!